Depuis toujours, les humains racontent et écoutent des histoires. Des contes autour du feu, des mythes, des romans, du cinéma, des séries. Aujourd'hui encore, on en consomme partout. Et pourtant, on a parfois l'impression que c'est une forme d'évasion un peu futile, presque enfantine. Mais si les histoires faisaient bien plus que nous divertir? Bienvenue dans l'art de se sentir bien. Un laboratoire d'écoute et de partage pour découvrir comment et pourquoi la culture nous fait du bien. Comment agit-elle concrètement sur notre bien-être psychologique et même physique? Mon nom c'est Anaïs Amoros, je suis journaliste et diplômée de l'Université de Montréal. C'est ici que j'ai découvert la radio au micro de CISM en animant l'émission Quartier Libre où la culture occupait déjà une place centrale. Aujourd'hui, je poursuis cet amour de la radio et de la culture avec cette série de balados pour réfléchir ensemble à un sujet essentiel, le lien entre culture et bien-être. Dans chaque épisode, je vous invite à tendre l'oreille vers des histoires, des voix et des idées qui tissent des liens ici même sur le campus. Dans cet épisode, on va se demander pourquoi les histoires nous aident à aller mieux. Comment la fiction influence notre santé mentale, notre empathie, notre capacité à comprendre ce que l'on vit et même à traverser des périodes plus difficiles. On va s'appuyer sur des recherches en psychologie et en neurosciences, entendre des spécialistes, écouter aussi des témoignages d'étudiantes et d'étudiants pour qui certaines œuvres ont été des points d'ancrage. Aimer les histoires, ce n'est pas un caprice culturel. C'est profondément lié à notre fonctionnement mental. Et j'ai rencontré Juliette Diallo, qui étudie à la maîtrise en cinéma. Dans la discussion, elle a mentionné que les histoires permettaient de projeter nos propres émotions sur les personnages. Par exemple, des fois, on n'ose pas pleurer. Et puis, ou on n'arrive juste pas, mais pleurer pour les autres, c'est plus simple. Alors, pleurer pour des personnages, c'est plus simple. Puis là, en fait, tu te rends compte que tu te libères un peu. Des recherches en psychologie montrent que la lecture de fiction améliore ce qu'on appelle la cognition sociale. C'est notre capacité à comprendre les pensées, les intentions et les émotions des autres. En neurosciences, on observe que la lecture de récits active le réseau par défaut du cerveau. C'est le réseau qui nous permet d'imaginer des scènes, de nous projeter et de simuler des états mentaux. Même réseau qu'on utilise quand on essaie de comprendre ce que vit quelqu'un d'autre. Autrement dit, lire ou écouter une histoire, c'est un peu comme s'entraîner à comprendre les autres. Certaines études montrent même que les personnes qui lisent régulièrement de la fiction font preuve en moyenne de plus d'empathie et de comportements prosociaux. Comportements prosociaux, en d'autres termes, c'est des personnes qui sont plus susceptibles de faire du bénévolat, des dons et participer à la vie collective. Les travaux suggèrent également que la fiction dite littéraire, ou encore certains genres comme la romance, sollicitent davantage la théorie de l'esprit. C'est la capacité à se représenter les états mentaux des autres. Mais au-delà des catégories, ce qui semble vraiment compter, c'est l'implication émotionnelle. Et quand on lit ou qu'on écoute une histoire qui nous touche, qui nous émeut, qui nous fait rire ou qui nous fait pleurer, elle coche un peu toutes les cases pour bien s'imprimer dans notre mémoire. C'est pour ça qu'on se souvient souvent mieux d'une histoire que d'un fait brut ou d'une donnée abstraite. Et pour bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau, j'ai échangé avec la neuropsychologue au Centre étudiant au soutien à la réussite, Anne-Laure Massé. Elle explique que quand on lit, notre cerveau vit l'histoire presque comme si on y participait réellement. Quand on se plonge dans une histoire, que ce soit une histoire donc au cinéma, une série, un conte, une BD, un roman, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau qui nous fait du bien? Notre cerveau, il vit un peu l'expérience comme si, on était les acteurs principaux. Donc, c'est comme si nous vivions nous-mêmes l'histoire. Donc, par exemple, quand la personne, dans le livre, le protagoniste va marcher, ben, on va activer notre cortex moteur comme si nous étions nous-mêmes en train de marcher. Quand, ils décrivent des odeurs, ben, on va activer notre cortex sensoriel qui est dédié au décodage des odeurs. Donc il y a vraiment une activation qui se rapproche de l'expérience réelle
Et donc, dépendamment des contenus, des histoires, bah, ça peut s'il y a des histoires qui peuvent être plus, joyeuses, qui peuvent être, plus agréables, bon, bah, finalement, bah, ça nous induit un état émotionnel, plaisant. Les happy end, tout ça, ça peut en avoir un effet apaisant, quand on a, dans notre quotidien, plus de stresseurs. Ça a été, aussi documenté que ça peut réduire la perception de la douleur, notamment chez les enfants qui ont des maladies, qui ont été hospitalisés et si à l'hôpital donc juste le fait de faire une séance de contes, ben, on remarque qu'ils ont une diminution de leur taux de cortisol après, l'histoire, qu'ils ressentent moins la douleur et donc ils se sentent aussi moins stressés. Donc il y a des effets rapides au fait d'écouter des contes, d'écouter des histoires, il peut effectivement y avoir un bienfait. Je l'ai moi-même fait, l'expérience. Depuis que je connais mon amoureux, il a besoin d'écouter un balado ou une vidéo pour s'endormir. Un jour, on a commencé à lire ensemble. D'abord, c'est moi qui lui lisais à voix haute, un chapitre par soir, 10 pages. Au bout de 5 minutes, il s'endormait comme un enfant, et ce, avant même la fin du chapitre. Et inversement, quand c'est lui qui lisait, c'est moi qui m'endormais avant la fin du chapitre. C'était comme magique. Tu écoutes la personne qui lit et tu ne penses plus à rien d'autre qu'à l'histoire. Et d'un coup, tu t'endors sans penser à ce qui te stresse ou t'angoisse. J'ai discuté avec Lionel Cailleul, qui est professeur agrégé au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal, qui résume très bien cette idée. Est-ce que se raconter des histoires, ça a des effets bénéfiques sur notre santé mentale? Énorme, énorme. Le cerveau est un système qui raconte des histoires. Ça, c'est vraiment important que les auditeurs comprennent ça. On passe notre temps à raconter des histoires. Ces histoires, elles sont collectives, elles sont individuelles. Collectivement, c'est ce qui nous permet de faire société. On va se raconter, par exemple, que l'heure existe. L'heure, elle n'existe pas. C'est les humains qui racontent que quand il se passe ça, c'est ça, etc. Mais si l'heure n'existait pas dans nos têtes, ben, ce matin, Anaïs, on ne se serait jamais trouvé. Parce qu'il fallait se donner un lieu, un rendez-vous. Donc, on se raconte des histoires. L'Université de Montréal, elle n'existe pas. C'est une histoire. On dit que ces bâtiments-là, les gens qui sont là, les nanana, ça fait une histoire qu'on appelle l'Université de Montréal. Il y a quelque chose au niveau de la narration qui est collective et on peut raconter des belles histoires collectives ou des histoires plus moches. De l'autre côté, au niveau individuel, c'est la même chose. On est capable de tout expliquer. On raconte des histoires en permanence. Notre cerveau fait ça. Il raconte des histoires. Notre cerveau a besoin de cohérence. Et raconter une histoire, ça redonne du contrôle, ça redonne une cohérence. Et semble-t-il qu'il vaut mieux une histoire fausse, voire mauvaise, que pas d'histoire du tout. Donc, si je retombe sur les textes viennent nous amener de la cohérence. De plusieurs façons. Quand on est sur la lecture, ben, ça raconte une histoire, ça vient mettre des mots sur des choses que je ressens et je savais pas comment les décrire. Et puis là, il le dit comme ça, l'auteur. Donc, du coup, ça m'aide moi-même à décrire ce que je ressens, ça m'aide à trouver des solutions, ça m'aide à donner du sens. Donc ça, c'est l'histoire, je la reçois et je peux la processer. Selon lui, le cerveau humain a un besoin fondamental de cohérence. Quand quelque chose nous arrive, et surtout quand c'est quelque chose de difficile, raconter une histoire permet de remettre de l'ordre, de redonner du sens et de reprendre un certain contrôle. Lire un texte, écouter un récit, c'est souvent entendre quelqu'un mettre des mots sur des émotions que l'on ressent sans réussir à les formuler. Et soudain, on se dit « Ah, c'est ça, c'est exactement ça ». Et cette mise en mots aide à mieux se comprendre, mais aussi à envisager des solutions ou simplement accepter ce que l'on vit. Il y a aussi une différence importante entre lire une histoire et regarder un film ou une série. Quand on lit, l'imaginaire travaille autrement. Les images ne sont pas imposées, on se les crée soi-même. Cette activité mobilise d'autres régions du cerveau liées à l'imagerie mentale et laisse une grande place à la personnalisation. Contrairement au flux numérique rapide et continu, la lecture, elle se fait à notre rythme. On peut s'arrêter,
On peut relire, imaginer, ressentir. Et les effets sont parfois surprenants. 6 minutes de lecture suffisent à ralentir la fréquence cardiaque et à diminuer la tension musculaire. Lire avant de dormir améliore aussi la qualité du sommeil et aide à rester endormi plus longtemps. Les histoires sont loin d'être une perte de temps. Elles sont un outil de régulation, de compréhension et même de soin. J'ai rencontré Marie-Cécile Labrèche, autrice précurseur de l'autofiction au Québec, qui donne un atelier de création littéraire aux activités culturelles. Donc toi, ton dada, ton talent, c'est de raconter des histoires, écrire. Est-ce que raconter des histoires, ça a des effets bénéfiques sur ta santé mentale? Moi, je suis sûre que oui. Je viens d'un milieu pas facile du tout, très dysfonctionnel, très pauvre. Et puis, je me suis accrochée à la littérature comme ça se peut pas. Ça m'a aidé énormément à passer au travers plein de choses. En fait, je suis venue à la littérature parce que je voulais savoir comment ça fonctionnait dans la tête des gens. Comment on fait pour vivre? Comment on fait avec... quelqu'un nous dit quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Les impôts, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec la vie? Comment ça se passe dans la tête du monde? Tu sais, on vit au monde, on n'a pas de mode d'emploi IKEA, là. Fait que c'est un peu pour ça que je suis venue à la littérature, pour avoir mon mode d'emploi IKEA. Et alors, est-ce que tu l'as trouvé? Non, je suis en train de le construire. Et c'est super, ça. Quand on trouve pas une affaire, on le construit. Tout à fait. Oui. Puis, qu'est-ce que ça t'a fait, la littérature, sur toi? De un, ça me calme. Je suis très nerveuse dans la vie, anxieuse et nerveuse. Ensuite, ça me permet de mettre toutes mes idées à une seule place. Puis aussi, on devient à force de patauger dans la littérature, on devient comme des spécialistes de l'émotion. C'est ça, souvent, je dis aux étudiants, c'est ça, il faut qu'on fasse ressentir des choses aux lecteurs. On devient des spécialistes de l'émotion. Il faut qu'on les connaisse, ces émotions-là. Donc, il faut les affronter dans la vie de tous les jours. Il faut qu'on ait de l'expérience avec la vie. À chaque fois, j'affronte des choses pas faciles dans mon écriture. J'écris là où ça fait mal. C'est ma technique Robax A7. Donc, je vais constamment là-dessus. Qu'est-ce qui me dérange? Et puis, je travaille là-dessus tout le temps. L'écriture permet une distance avec le sujet. Et puis, ça me permet de ne pas subir les choses. Comme par exemple, j'ai écrit souvent sur mon enfance difficile. D'écrire dessus m'a permis de revivre cette enfance-là, mais en la subissant pas cette fois-ci. Il y avait une distance. Il y avait le crayon pour me protéger, même si j'écris au clavier, de façon de parler. Ça te fait quoi de lire des histoires des autres? Est-ce que ça t'aide à processer tes propres émotions? C'est comme des mains tendues partout. Ouais. Ça te rassure? Oui, énormément. Dans tes propres émotions que tu traverses, tu te dis, t'es pas la seule à vivre ça? Énormément. Oui. Et j'ai encore une bonne nouvelle pour vous. À l'Université de Montréal, les histoires sont partout. Le Ciné-Campus propose des projections accessibles pour découvrir ou redécouvrir des œuvres marquantes. Le Centre d'essai, la salle de spectacle des services à la vie étudiante, propose des spectacles et permet d'assister à des pièces créées par et pour la communauté étudiante. Les bibliothèques regorgent de romans, d'essais et de bandes dessinées. Puis même si on aime moins lire, on peut quand même s'offrir des histoires en écoutant un balado. Et j'en ai un pour vous, les Milliardises littéraires, qui offrent des moments de lecture courts, accessibles et parfaits pour s'accorder une pause. Fait que peu importe le format, que ce soit lire, regarder un film, une série, aller au théâtre, l'essentiel, c'est de s'autoriser d'y plonger. Parce que les histoires nous accompagnent tout le long de notre vie. Et elles nous permettent de comprendre le monde, les autres, et surtout nous-mêmes. Elles nous offrent des expériences sécurisées, de l'émotion, du sens. Et non, aimer les histoires n'est pas un signe d'immaturité. C'est un besoin humain fondamental. Et si elles vous font du bien, si elles vous apaisent, si elles vous aident à traverser une période plus difficile, il ne faut pas s'en priver. Et ce processus fonctionne aussi quand on raconte sa propre histoire. Écrire un journal, par exemple, permet de transformer une expérience brute en récit cohérent et donc plus supportable. Merci d'avoir écouté ce 2e épisode de l'art de se sentir bien. Merci du fond du cœur à tous les spécialistes et à toutes les personnes invitées qui ont contribué à ce balado. Cette production des services à la vie étudiante a été rendue possible grâce au concours Mieux-être étudiant du vice-rectorat à la réussite aux affaires étudiantes et aux études. L'enregistrement a eu lieu dans le studio balado des bibliothèques de l'université
Et la composition musicale est signée Mauve Robichez, étudiante à la faculté de musique. Mon nom c'est Anaïssa Moros et j'ai été ravie de concevoir, animer et réaliser ce projet. Pour explorer davantage, l'épisode 3 consacré à l'écriture pour libérer son cerveau est déjà disponible. Bonne écoute!